Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Politique, le rendez-vous politique incontournable du dimanche midi en partenariat avec La Tribune Dimanche. À mes côtés, Amandine Atalaya et Lucie Robquin pour vous interroger. Bonjour à vous. Et vous pouvez, amis téléspectateurs, adressez-vous aussi vos questions à Sophie Binet. Nous les relayerons. Il suffit de scanner ce QR code qui s'affiche à ma droite. Un nouveau gouvernement donc depuis quelques heures, Sophie Binet. La liste est tombée hier soir juste avant 20h. 38 ministres, autant d'hommes que de femmes. Une figure très identifiée à gauche en la personne de Didier Migaud et une figure très identifiée à droite en la personne de Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur. Pour le reste, peu de société civile, beaucoup d'élus, des macronistes, des républicains, des centristes. Si vous deviez le qualifier d'un mot, ce gouvernement? Écoutez, je crois que le sentiment de la majorité des Françaises et des Français, c'est de la colère et de la déception, avec chez beaucoup de salariés une phrase qui revient beaucoup, qui est inquiétante, c'est le « tout ça pour ça », avec le sentiment d'un déni de démocratie. Et ça c'est dangereux. Comment ? Ça fait plusieurs mots, déni de démocratie, déception, colère. Voilà. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, disait réactionnaire. Oui, mais malheureusement, dans ce gouvernement, il y a un certain nombre de personnalités qui se sont distinguées par leur position réactionnaire sur la question des droits des femmes, sur la question des droits des LGBT ou sur les questions d'immigration. Donc effectivement, ça fait un peu retour vers le futur. Vous êtes inquiète ? Oui, je suis inquiète et surtout, on voit que ce gouvernement a été composé sous l'égide du Rassemblement national qui, de fait, aura un droit de vie ou de mort sur l'avenir de ce gouvernement. Vous diriez d'ailleurs, comme la France insoumise, que c'est l'extrême droitisation, je cite Mathilde Panot, de la Macronie ? Puisque vous dites fait sous l'égide du Rassemblement national. Écoutez, c'est un gouvernement qui est encore plus à droite que le précédent, ça c'est sûr. Après, moi, ce que j'attends, c'est de savoir quelles vont être les réponses sur les exigences des Françaises et des Français, les exigences des salariés. Parce que ça fait des mois qu'on entend de la politique politicienne avec des combinaisons à tous les niveaux. Les salariés n'en peuvent plus de la politique politicienne. Là, ce que nous attendons, c'est des réponses à nos préoccupations, à savoir la question des salaires et des pensions, la question de la réforme des retraites et la question des services publics. On va développer tout ça, mais pour rester un petit peu sur l'architecture de ce gouvernement, le nom du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fait beaucoup parler et on se souvient que la CGT Vendée, dans une action symbolique, avait coupé le courant au domicile du désormais nouveau ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous craignez de fait d'avoir des relations tendues avec lui et peut-être même plus de contrôle sur vos activités syndicales, que sais-je ? Écoutez, on verra. J'espère qu'il va respecter le cadre républicain et qu'il va respecter les libertés syndicales qui sont fondamentales pour notre démocratie. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ses positions sur la question de l'immigration, puisque il s'est illustré dans le débat sur la loi Asile et Immigration en reprenant une partie des positions, des propositions du Rassemblement national qui ont de fait été censurées par le Conseil constitutionnel parce que non constitutionnelles. C'est ça qui est inquiétant. Parce qu'elles n'avaient rien à faire, pour être précis, dans ce texte-là. Mais si un nouveau projet de loi immigration arrive, il n'est pas dit qu'elles seront censurées. C'est ça qui est inquiétant, justement. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a un débat sur l'immigration qui est totalement caricatural et qui oublie qu'aujourd'hui, en France, l'immigration, c'est une richesse parce que les personnes immigrées travaillent et elles rapportent beaucoup plus au pays qu'elles ne lui coûtent, notamment en impôts et en cotisations sociales. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une égalité entre les travailleurs et les travailleuses et que les travailleurs et travailleuses immigrés aient les mêmes droits que les travailleurs et les travailleuses françaises. Vous craignez plus de répression, c'est ça ce que vous dites ? Vous craignez plus de contrôle, plus de camps démantelés, plus en fait, ce que nous craignons très concrètement, c'est que... Parce que vous dites, il s'est déjà illustré par le passé, mais concrètement, la loi Asile Immigration, nous l'avons combattue parce que c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire des préfectures. Gérald Darmanin nous avait promis la possibilité de régulariser plus facilement les travailleurs et travailleuses étrangères. Et donc, ce qui vous inquiète, c'est que Bruno Retailleau ne tienne pas cette promesse, de fait. Oui, et déjà, d'ailleurs, cette promesse n'était pas tenue par Gérald Darmanin, puisque dans toutes les préfectures, c'est extrêmement compliqué, avec encore plus de difficultés que celles qu'on avait auparavant. Et le parcours du combattant pour faire régulariser des salariés qui sont là depuis des années en France, qui bossent, qui ont leur famille en France et qui ont besoin d'avoir des droits. Sinon, si on les maintient sans droits, on organise le dumping social et on empêche l'intégration. À Bercy, on voit arriver, après Bruno Le Maire, deux jeunes ministres, puisqu'ils sont trentenaires, Antoine Armand et Laurent Saint-Martin, et ils n'ont pas d'expérience ministérielle. Est-ce que vous les connaissez déjà ? Et est-ce que le fait qu'ils n'aient pas davantage, qu'ils ne soient pas plus capés politiquement, vous inquiète sur leur capacité à porter des dossiers si
politique est si important? Écoutez, je ne les connais pas, donc je ne vais pas me positionner plus loin. Moi, ce que je note, c'est qu'Emmanuel Macron s'est débrouillé pour garder la main sur Bercy. Et c'est d'ailleurs son objectif unique sur la composition de ce gouvernement, pourquoi il a attendu 75 jours, c'est de pouvoir garder la main et maintenir sa politique au service des plus riches, dans laquelle Bercy joue un rôle central. C'est-à-dire que vous ne croyez pas du tout aux premières déclarations de Michel Barnier qui a dit, avec une forme d'autonomie par rapport à Emmanuel Macron, justement, qu'il voulait plus de justice fiscale? Eh bien, écoutez, j'attends de voir, mais il va falloir que ça ne soit pas cosmétique, puisque je rappelle qu'en 7 ans du septennat d'Emmanuel Macron, c'est 73 milliards par an qui ont été offerts en cadeau pour les plus riches, en baisse d'impôts, pour les plus grandes entreprises ou pour les plus riches. Donc maintenant, ce que nous attendons, c'est un rééquilibrage très net. Or, aujourd'hui, ce dont on nous parle, c'est encore des économies sur les services publics, sur la santé, avec des jours de carence, des franchises médicales, etc., le gel des salaires des fonctionnaires. Voilà ce qu'on nous promet comme perspective. Bon, on ne nous vend pas du rêve là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut que les salariés se mobilisent. Il ne faut surtout pas leur laisser la main. Sophie Binet, il y a Bercy qui a la main sur la politique économique et donc en partie sociale. Il y a aussi le ministère du Travail. Le travail, c'est l'une des priorités que vous listez d'ailleurs parmi les 5, travail, santé, éducation, recherche, environnement. Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail. Bon, macroniste historique, elle vient plutôt de la gauche strauss-kahnienne. Dans toutes ses interventions passées, elle parle du dialogue social comme méthode pour réformer. Elle dit que la conditionnalité des aides en entreprise n'est pas tabou. Enfin, elle, pour le coup, c'est la ministre du Travail dont vous rêviez. Et écoutez, je pense que c'est bien qu'il y ait du changement au niveau du ministère du Travail. Moi, ce que je note, c'est qu'elle s'était positionnée contre la réforme de l'assurance chômage. Et donc, j'espère qu'elle va être constante avec ses positions et qu'elle va faire en sorte de l'enterrer définitivement. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est redonner la main aux acteurs sociaux avec une toute autre lettre de cadrage que celle qui avait été mise en place il y a 1 an et qui nous imposait de faire des économies drastiques sur le dos des privés d'emploi. Alors, il y a une réforme, c'est que vous le dites, qui va s'imposer rapidement. C'est cette réforme de l'assurance chômage. Vous devez revoir les règles avant le 1er novembre. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement à la nouvelle ministre du Travail? Est-ce qu'il faut revoir, abroger toutes les réformes qui avaient été mises en œuvre par le gouvernement Attal? Oui, alors ce qui est sûr, d'abord, c'est qu'il faut enterrer définitivement celle qui a été suspendue par Gabriel Attal. Ensuite, toutes les précédentes étaient catastrophiques. Donc, effectivement, idéalement, il faudrait remettre les choses à plat. Elle, c'est celle-là qu'elle a critiqué, la nouvelle ministre du Travail. C'est pas les précédentes. Celle-là. Ouais. Mais en attendant, ce qu'il faut, c'est redonner la main aux acteurs sociaux, donc aux syndicats et aux patronats. Mais les partenaires sociaux n'avaient pas réussi à négocier sur cette réforme. C'est pour ça que le gouvernement avait repris la main. Mais pourquoi on n'avait pas réussi à négocier? Vous n'aviez pas signé l'accord il y a 1 an. Parce qu'il y avait une lettre de cadrage intenable, avec une lettre de cadrage qui nous imposait de faire des milliards d'économies sur le dos des privés d'emploi. Donc il faut là... J'explique en quelques secondes ce qu'est une lettre de cadrage pour nos téléspectateurs. En fait, maintenant... C'est la mission que vous confie le gouvernement. Il dit voilà les bornes que vous n'avez pas le droit de dépasser, c'est ça? C'est ça. Voilà. Malheureusement, sur l'assurance chômage, nous n'avons plus la main. C'est le gouvernement qui encadre les négociations avec une lettre de cadrage. Nous pensons d'ailleurs qu'il faudrait supprimer cette lettre de cadrage. Mais en attendant, elle est là. Et le problème, c'est que ces dernières années, à chaque fois, le gouvernement nous donnait une mission impossible en nous demandant de faire des milliards d'économies qui étaient complètement injuste parce que le régime de l'assurance chômage est excédentaire. Il va bien, il n'y a pas de déficit. Le problème, c'est que le gouvernement voulait se servir dans les caisses de l'assurance chômage pour financer d'autres priorités de sa politique et en gros financer ses cadeaux au service des plus riches. En durcissant l'ouverture des droits, peut-être pour expliquer la réforme, l'idée c'était de durcir les conditions d'accès aux droits. Oui, donc là vous voulez revenir à une durée d'indemnisation de 24 mois comme avant. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Concrètement, ce qu'on veut, c'est améliorer considérablement les droits des privés d'emploi. 24 mois d'indemnisation. 24 mois d'indemnisation, un seuil d'ouverture à 4 mois pour pouvoir couvrir les jeunes, une amélioration du niveau d'indemnisation parce qu'il y a beaucoup de privés d'emploi qui ont des indemnisations très faibles, notamment les femmes. Et donc nous avons une proposition pour faire des recettes parce que ça se finance évidemment et nous sommes sérieux dans la gestion. Il faut élever les cotisations pour les hauts salaires. Aujourd'hui, les salaires de plus de 4 fois le plafond de la sécurité sociale, donc c'est autour de 15 000 €, c'est des salaires très élevés, ne cotisent pas sur l'entièreté de leur salaire au chômage, alors que pourtant, ils cotisent pour les retraites complémentaires. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est déplafonner les cotisations pour l'assurance chômage. Ça ferait rentrer quasiment 1 milliard d'euros dans les caisses et ça permettrait de financer une amélioration très notable des droits des privés d'emploi. Donc, vous voulez rouvrir cette négociation dans les semaines qui viennent, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. La ministre du Travail a aussi beaucoup parlé du chômage des seniors. On sait que les seniors sont souvent mis à la porte de leur entreprise. Là aussi, c'est une négociation que vous n'avez pas réussi à mener à terme. Est-ce que vous voulez la reprendre et dans quelles conditions?
Oui, cette négociation, elle n'a pas abouti parce que c'est le patronat qui l'a fait capoter, parce qu'il ne voulait entendre aucune des demandes syndicales et en plus, il voulait nous imposer des reculs en matière de formation des seniors notamment. Donc là, la balle est dans le camp du patronat. Nous souhaitons évidemment que cette négociation puisse aboutir parce que c'est très important de garantir la formation des seniors, l'aménagement des fins de carrière, des départs anticipés, notamment pour pénibilité, des temps partiels seniors en fin de carrière. Mais il faut que le patronat revoie son périmètre de négociation, sinon ça ne pourra pas aboutir. Et donc, pour cela, il faut aussi que la ministre du Travail tape du poing sur la table face au patronat. Mais elle a déjà livré des pistes, elle, sur l'emploi des seniors. Elle a dit il faut mieux penser la santé et la prévention au travail, il faut penser les reconversions, pourquoi pas d'éventuelles incitations financières. Tout ça, c'est du miel à vos oreilles? Vous dites ça va dans le sens de ce que l'on pourrait accepter? Écoutez, il faut regarder plus précisément. La question des incitations financières, par exemple, c'est ce que porte le patronat avec le CDI senior. Et en fait, le CDI senior, on sait que c'est un nouvel effet d'aubaine avec des entreprises qu'on va payer pour embaucher des seniors, alors que les seniors sont hyper qualifiés avec beaucoup d'expérience, etc. Et en plus, c'était pas conditionné et c'était valable autant pour les grosses entreprises que pour les petites. Et puis, ça coûtait très cher. Donc ça, par exemple, pour nous, c'est non. Ce qu'il faut, c'est des contraintes pour les entreprises et des mesures de solidarité entre les grandes entreprises et les petites, pour qu'il y ait des fonds mutualisés au niveau des branches pour permettre aux petites entreprises de financer les aménagements de fin de carrière, la prévention de la pénibilité, de financer aussi travail, des départs anticipés et des temps partiels. Vous la connaissez, Astrid Panosyan-Bouvet? Vous l'avez déjà croisée? Oui, je l'ai déjà croisée, oui. Et jusqu'ici, le dialogue se passe plutôt bien. Oui, c'est quelqu'un qui était demandeuse de dialogue. Oui. Et donc, j'espère qu'elle aura favorable. La marge de manœuvre. La question, c'est la marge de manœuvre qu'elle aura dans ce gouvernement. Donc, j'espère qu'elle aura la marge de manœuvre nécessaire pour enfin imposer des priorités sociales, parce que là, aujourd'hui, on en est très, très, très loin. Son autre dossier, ce sont les retraites. Vous souhaitez l'abrogation de la réforme des retraites, ça les Français le savent. Michel Barnier a dit, lui, qu'il souhaitait des améliorations. Et il dit vouloir ouvrir un débat avec les partenaires sociaux. Est-ce que vous accepterez d'en débattre à Matignon ? Oui, moi je note d'abord que depuis 1 an et demi, le dossier des retraites n'est pas clos, alors qu'Emmanuel Macron voulait passer à autre chose en passant en force. Notre mobilisation tellement importante a montré qu'on ne pouvait pas passer à autre chose. D'ailleurs, si Emmanuel Macron a eu une défaite cinglante aux élections européennes et aux élections législatives, c'est à cause de cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une majorité de députés qui veulent abroger la réforme des retraites. Donc ce qui doit être mis à l'ordre du jour, c'est l'abrogation de cette réforme, parce que rien ne va dans cette réforme. Et pour autant, Michel Barnier dit non, en arguant notamment du fait que dans cette situation où les comptes publics dérapent, l'abrogation serait de la pure folie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, ce que je lui propose tout simplement, c'est d'organiser une conférence de financement de nos retraites. C'est ce que tous les syndicats demandent depuis plus d'1 an et demi. Nous avons des propositions pour financer un système de retraite de haut niveau. C'est pas très élevé les ressources supplémentaires qu'il faut aller chercher, donc c'est tout à fait soutenable. C'est d'ailleurs ce que disait le Conseil d'orientation des retraites avant d'être pris en main par le gouvernement. Vous discuterez sans préalable? C'est-à-dire, vous ne dites pas, comme d'autres syndicats, il faut d'abord suspendre la réforme et nous viendrons discuter ensuite. Ce que nous dirons, évidemment, c'est que rien ne va dans cette réforme, donc on ne peut pas l'aménager. Ce qu'il faut, c'est que cette réforme ne s'applique pas, qu'elle soit abrogée. Ma question, c'était, vous irez discuter sans préalable. C'est-à-dire que ce que vous réclamez, la conférence de financement, quand vous dites oui au débat, vous ne posez pas une condition pour accepter d'aller rencontrer aujourd'hui Michel Barnier et les autres organisations syndicales. Et écoutez, tout ça, c'est un peu là de la politique fiction, parce qu'on n'a pas encore entendu ce que Michel Barnier voulait faire. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce soir. Voilà, l'objectif de la CGT et de toutes les organisations syndicales, c'est que cette réforme ne s'applique pas, elle doit être abrogée, et donc on s'engouffrera dans toute discussion pour faire entendre nos revendications sur le caractère injuste de cette réforme. Sophie Binet, quand vous nous dites une majorité de députés veulent aujourd'hui abroger la réforme des retraites, c'est en comptant les voix du Rassemblement national? Eh bien, pas forcément, parce que même sans leur voix, je pense qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger cette réforme. Il y aura plusieurs rendez-vous très importants. Le premier d'entre eux, c'est le projet de loi il y aurait une majorité s'il n'y a pas le Rassemblement national?
Je ne comprends pas très bien. Eh bien, avec les députés de gauche, plus Liot, plus des députés LR, Modem, etc., divers, qui, à l'époque, avaient critiqué la réforme des retraites. Il y avait eu quand même, à l'époque, si on avait, dans la précédente législature... Critiquer et voter avec le nouveau Front populaire, la marche sera quand même haute à franchir pour eux. Moi, je ne demande qu'à convaincre. Et surtout, à les rappeler d'abord à ce qu'ils avaient dit il y a 1 an et demi, et surtout à les confronter avec ce que pensent leurs électeurs et leurs électrices, puisque 80% des Françaises et des Français ne veulent pas de cette réforme. Donc il est normal que les députés entendent l'avis des Françaises et des Français. Il va y avoir un rendez-vous majeur, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette réforme des retraites, elle a été imposée dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il faut qu'elle soit abrogée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur cette volonté des deux groupes aujourd'hui, Nouveau Front populaire et Rassemblement national, d'abroger la réforme des retraites, autant vous aviez appelé à voter pendant les législatives pour le Nouveau Front populaire, autant on connaît votre opposition à Marine Le Pen. Elle défend les travailleurs, elle aussi, pourtant. Enfin, est-ce que vous lui reconnaissez au moins ça ? Non, en fait, il s'agit d'une imposture sociale, d'effet de com ou de posture, parce que quand on regarde, évidemment qu'elle dit qu'il faut abroger la réforme des retraites parce qu'elle a bien compris ce que pense l'écrasante majorité des Françaises et des Français, mais le problème, c'est que dans le même temps, elle porte la suppression des cotisations sociales. Or, les cotisations sociales, c'est ça qui finance notre sécurité sociale, notre système de retraite, notre système d'assurance chômage. Donc, son projet n'est pas viable du tout, au contraire, en portant la suppression des cotisations sociales, elle attaque frontalement notre sécurité sociale. C'est quand même assez troublant de voir à quel point certaines propositions du Rassemblement national ressemblent aux vôtres. Alors, il y a l'abrogation de la réforme des retraites, mais il y a aussi une baisse de la fiscalité sur l'énergie par rapport à la TVA. Il y a cette volonté de sortir du marché européen de l'électricité. Est-ce que vous avez l'impression que le Rassemblement national vole vos idées ? Est-ce que vous comprenez que de plus en plus de salariés et d'employés rejoignent les rangs du Rassemblement national ? C'est une stratégie du Rassemblement national qui a compris que pour progresser, il fallait qu'il ait les voix du monde du travail et qui, effectivement, s'intéresse beaucoup aux propositions que nous portons et essaye de les copier. Sauf que, en fait, ces propositions se heurtent au fait que, comme le Rassemblement national est très soutenu par le monde des affaires, par de nombreux milliardaires, et que l'extrême droite est toujours au service des puissants, jamais le Rassemblement national ne nous explique comment il finance ces propositions, puisque jamais le Rassemblement national ne propose de taxer les plus riches, les plus grandes entreprises, puisqu'il est à leur service. Voilà l'imposture du Rassemblement national. Et effectivement, il y a de nombreux salariés, pas que les ouvriers, si avec les ouvriers, il y a de nombreux salariés qui votent pour le Rassemblement national, parce que les autres partis ont déçu, parce que la gauche, quand elle a été au pouvoir, elle a aussi trahi ses promesses. C'est ce que disait la ministre du Travail l'année dernière. Elle disait le Rassemblement national a progressé grâce à l'absence de reconnaissance sociale des salariés. Donc finalement, le Rassemblement national a pris la place des syndicats, non ? Ah non, pas du tout. Je pense que les salariés savent très bien, quand ils ont un problème vis-à-vis de leur employeur, ils vont pas voir le Rassemblement national, ils viennent voir la CGT. Ça, tout le monde sait que pour se faire défendre, il faut aller voir la CGT. Mais ce ressentiment social, il trouve plus d'écho aujourd'hui au Rassemblement national ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Les salariés savent que c'est la CGT et les syndicats d'une façon générale qui les défendent. D'ailleurs, la cote de popularité des syndicats a rarement été aussi élevée qu'actuellement. Donc, tout le monde sait bien que ce sont les syndicats qui défendent les salariés, que nous ne lâchons rien, que nous sommes indépendants des gouvernements comme des employeurs, et que quand on a un problème avec des licenciements dans sa boîte ou un problème sur les salaires, c'est la CGT qu'il faut trouver. J'appelle d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous écoutent à se syndiquer pour que nous soyons plus forts. Sophie Binet, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous dites la gauche, en trahissant les travailleurs, lorsqu'elle a été au pouvoir, est quelque part responsable de la montée du Rassemblement national. C'est la gauche qui est responsable de la montée du Rassemblement national. C'est ce que vous venez de nous dire ? En fait, ce que je dis, c'est que les responsabilités sont très larges. Et évidemment, la gauche a déçu, et ça accrédite l'idée selon laquelle la seule alternative, ça serait le Rassemblement national. Ouais. Mais aujourd'hui, la première des responsabilités, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et les syndicats ? Jamais l'extrême droite n'a autant progressé que sous son gouvernement, et à chaque fois, il a fait des choix extrêmement cyniques, en connaissance de cause, puisque c'est quelqu'un de brillant, qui ont conduit à faire monter l'extrême droite. Et c'est pour ça que je suis tellement en colère contre lui. Sophie Binet, est-ce que les syndicats ont leur part de responsabilité ou est-ce que ce n'est que de la faute des gouvernants ?
nous avons notre part de responsabilité et nous y travaillons. D'ailleurs, la CGT et toute l'intersyndicale, nous allons lancer une grande campagne contre le racisme et l'antisémitisme sur les lieux de travail qui va être révélée dans les prochaines semaines parce que nous pensons qu'il faut mieux et davantage porter ces questions-là. Et puis, notre principal problème, ce sont les déserts syndicaux. C'est 40% des salariés du privé qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise. Le problème est là. C'est pour ça qu'il faut se syndiquer massivement pour que nous soyons plus forts et que nous puissions imposer les priorités sociales. Sophie Binet, vous restez avec nous dans quelques instants. On revient sur la question du salaire et du pouvoir d'achat dans BFM Politique. À tout de suite. BFM Politique. Néla Latrousse. Toujours avec Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, invitée de BFM Politique, l'émission en partenariat avec la Tribune Dimanche qui relève aujourd'hui ce pari risqué du nouveau gouvernement Barnier. Sophie Binet, j'ai une question de téléspectateur qui me parvient à l'instant, que je découvre sur mon téléphone, de Maëlle, qui vous demande: Madame Binet, comment réagissez-vous aux révélations de Victor Castanet sur les dérives des crèches privées ? Eh bien, écoutez, je pense que c'est très grave. Ça fait des années que la CGT alerte sur ces dérives, puisque nous organisons les professionnels de ces crèches qui tirent la sonnette d'alarme sur la façon dont on les fait travailler et ce qu'on leur demande de faire. C'est pas la première fois qu'il y a de telles révélations et de tels scandales. Il y a eu plusieurs rapports, plusieurs ouvrages. La nouveauté du livre... aussi dans des EHPAD, par exactement, ailleurs, c'est exactement la même chose. Même scénario. La grande révélation quand même du livre de Victor Castanet, c'est qu'il y a eu un pacte entre la ministre de l'époque, Aurore Bergé, et les acteurs de ces crèches privées pour étouffer l'affaire et ne surtout pas réguler le secteur. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'il s'agit de nos proches, de la vie de nos bébés, des personnes âgées, de milliers de personnels qui souffrent parce qu'ils travaillent dans ces conditions-là et qu'on a une partie du gouvernement, des institutions qui ont partie liée avec ces acteurs lucratifs privés et qui spéculent avec l'argent de la sécurité sociale. Ça n'est pas possible et donc là, il faut que enfin ces révélations soient prises à la hauteur et qu'il y ait des changements majeurs. Donc j'interpelle le gouvernement là-dessus. Nous attendons des décisions immédiates sur la question de la petite enfance. D'abord, il faut imposer un taux d'encadrement obligatoire. Il faut un nombre d'adultes pour un nombre d'enfants. Voilà, un nombre d'adultes pour un nombre d'enfants. Élever le niveau de qualification des professionnels et avoir un plan de formation massif. Et puis, il faut réguler le secteur et nous pensons qu'il ne doit pas y avoir d'argent public pour des acteurs qui spéculent sur la santé de nos proches. La CGT sera demain à Lille au procès pour soutenir les familles qui sont en procès contre People and Baby. La crèche qui est mise en cause dans ce livre, et puisque vous citiez Aurore Bergé, je précise, qu'elle n'est plus au gouvernement, et qu'elle porte plainte contre l'auteur du livre, Victor Castanet, qu'elle accuse de diffamation. De chez vous, continuez d'ailleurs à nous envoyer vos questions pour Sophie Binet via le QR code qui apparaît à la droite de l'écran, et nous continuerons évidemment de relayer ces questions tout au long de l'émission. Sophie Binet, puisqu'on évoque le nouveau gouvernement de Michel Barnier, qui a été nommé Premier ministre, lui, il y a 17 jours. Est-ce que Michel Barnier ou son entourage vous ont contacté ? Est-ce que on sait que d'autres syndicats, la CFE, CGC, Force ouvrière, par exemple, ont échangé avec le directeur de cabinet de Michel Barnier ? Est-ce que ça a été le cas de la CGT ? Oui, mais Michel Barnier n'a pas souhaité rencontrer les organisations syndicales, ce qui, j'avoue, m'a étonnée. C'est inquiétant sur les priorités. C'était un problème d'agenda, d'emploi du temps. Écoutez, c'est sa définition des priorités. Donc, sa priorité, c'était plutôt d'échanger avec les barons de droite plutôt qu'avec les organisations syndicales. Vous regrettez que ce soit son directeur de cabinet qui ait reçu les C'est un signal politique. Mais moi, ce que je note, et la situation politique le démontre, c'est que sans mobilisation sociale, les priorités sociales vont passer à l'as. Donc, le message que je passe à tous les salariés, à tous les retraités, à tous les jeunes, c'est qu'il faut se mobiliser pour se faire entendre. Mais sur cette rencontre avec le directeur de cabinet de Michel Barnier, les autres syndicats sont assez positifs. La CFE dit c'était très productif. FO dit une prise de contact qui s'est plutôt bien déroulée. Vous, la CGT, ça s'est passé comment ? Cet entretien ? Écoutez, il a écouté, le directeur de cabinet a écouté nos demandes, en a pris note, mais nous n'avons eu aucune réponse à nos questions. Donc c'était un rendez-vous qui finalement n'apportait pas grand-chose. Et moi, vraiment, ce que je tiens à dire, c'est que ce qui est très inquiétant depuis 75 jours, c'est qu'on a des discussions en vase clos qui sont très éloignées de nos priorités, des priorités des Françaises et des Français. Il faut que nous soyons très nombreux à faire grève et à manifester le 1er octobre prochain la plus urgente pour gagner
accompagner du Michel changement. Barnier. Notre demande la plus urgente, la première, c'est la question des salaires. Parce que là, on voit que nos salaires continuent à s'effondrer face à l'augmentation des prix qui continue. Il y a une très mauvaise nouvelle, c'est que l'INSEE chiffre à 1,9% l'augmentation des prix sur 2024. C'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est seulement à 2% que l'augmentation automatique du SMIC se déclenche. Eh bien, ce que je demande à Michel Barnier, c'est d'augmenter le SMIC et d'indexer les salaires sur les prix pour mettre fin à cette baisse de pouvoir d'achat des salariés. Et j'appelle tous les salariés à s'organiser dans leurs entreprises pour aller arracher des augmentations de salaire face à leurs patrons et exiger l'ouverture de négociations salariales immédiates. C'est pour ça qu'il faut faire grève. Vous parlez d'un SMIC à 1 600 € net par mois, c'est une hausse assez considérable. Est-ce que vous pensez que toutes les entreprises peuvent se le permettre ? Est-ce que vous ne craignez pas que ça détruise des milliers d'emplois ? Eh bien, écoutez, c'est une hausse qui doit être organisée, étalée dans le temps. Et ce qu'on voit quand on regarde à l'étranger, c'est qu'en Espagne, il y a eu des augmentations très importantes. Le SMIC espagnol reste bien inférieur au SMIC français. Oui, mais en fait, tout ça, c'est relatif. Le SMIC espagnol a beaucoup augmenté par rapport à la situation espagnole. Et l'économie espagnole va beaucoup mieux que l'économie française avec une relance de la consommation intérieure. Le SMIC français est l'un des plus élevés d'Europe. Et par ailleurs, il a augmenté de 15% ces dernières années. C'est plus vrai, ça. C'est plus vrai. Aujourd'hui, le SMIC français, il est plus faible que le salaire minimum allemand, luxembourgeois, belge. Et donc, on voit que nos voisins commencent à avoir des salaires plus élevés que la France. Pourquoi est-ce que notre économie va mal ? Notamment parce que la consommation va très mal. Le secteur du logement va très mal parce que les gens n'ont plus les moyens de se loger et d'investir dans l'immobilier. Le secteur de l'alimentaire, on sait que les Françaises et les Français ne peuvent plus manger correctement. Par exemple, que beaucoup ne peuvent plus manger bio. Et il y a une catastrophe sur l'agriculture bio. Eh bien, tout ça montre qu'il faut augmenter les salaires. Le risque, c'est d'augmenter le nombre de personnes au SMIC, c'est d'augmenter le nombre de smicards. Il y a des propositions alternatives, c'est-à-dire cette volonté de retirer une majorité de salariés du niveau du SMIC. Des propositions pour réformer les allègements de charges. Est-ce que ce n'est pas une manière plus intelligente, plus pertinente de relever les salaires dans leur ensemble? Non, ce que propose la CGT, c'est d'augmenter le SMIC et d'augmenter tous les salaires en les indexant sur les prix. Et donc de faire en sorte que tous les salaires suivent l'augmentation du SMIC. Mais on sait qu'il y a plein d'entreprises qui ne peuvent pas se le permettre. Il y a des salons de coiffure qui vont détruire des emplois, des commerces. Sauf que les salons de coiffure, les commerces, etc. seront les premiers à bénéficier de l'augmentation de pouvoir d'achat des salariés qui seront plus nombreux à pouvoir venir consommer dans ces commerces. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est concentrer les aides aux entreprises sur les plus petites entreprises. Il y a un scandale en France. Il y a chaque année quasiment 200 milliards d'euros d'exonération fiscale et sociale qui sont consentis sans contrepartie aux entreprises. Ce montant n'a jamais été aussi élevé. Eh bien, ces aides, il faut les remettre à plat, il faut les conditionner à des critères sociaux et environnementaux et il faut les limiter aux entreprises qui en ont vraiment besoin, à savoir les petites et celles qui sont exposées à la concurrence internationale. Et alors qu'aujourd'hui, ces aides, elles bénéficient d'abord aux plus grandes entreprises et à la grande distribution qui n'a aucun problème de concurrence internationale. Sophie Binet, sur les salaires, le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, met sur la table une idée, celle de salaire décent. C'est-à-dire, c'est ce qu'a pu faire notamment le groupe Michelin. Ce sont des salaires qui sont au-dessus du SMIC et qui sont régionalisés parce que, par exemple, ça ne coûte pas aussi cher de se loger, je ne sais pas, en Lozère qu'à Strasbourg. Est-ce que c'est une idée qui peut vous intéresser ou vous fermez d'emblée la porte ? Bien écoutez, pour l'instant c'est extrêmement flou et quand c'est flou c'est qu'il y a un loup comme on dit. Elle a été mise en place chez Michelin. Le début. Ouais. Oui, alors chez Michelin on peut en parler puisqu'il y a un salaire indécent qui est celui du PDG. Mais donc sur la question en fait, le salaire c'est à la fois un outil pour pouvoir vivre mais c'est aussi un outil pour rémunérer les qualifications. Et aujourd'hui le problème en France c'est qu'il y a un déclassement massif avec des salariés qui passent leur vie au SMIC et des salariés très qualifiés qui sont de plus en plus mal payés. Et vous le dites, donc c'est pas seulement la notion détail de salaire décent. Le salaire décent, c'est le SMIC. Et le SMIC doit augmenter parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas à vivre, notamment pour les femmes qui sont la majorité des smicards et qui, en plus, sont souvent à temps partiel avec des salaires mensuels bien inférieurs au SMIC. Donc, le SMIC doit augmenter, mais c'est tous les autres salaires qui doivent augmenter. Mais vous le dites, pourquoi pas, il faudrait voir ce qu'il y a dans le détail quand même de ce salaire décent.
Écoutez, là, j'attends vraiment quand c'est flou, c'est que vous attendez des précisions. C'est ça. Mais alors, par contre, moi, ce sur quoi je veux alerter, c'est ce qu'il y a vraiment dans les cartons du gouvernement et du patronat, c'est le fait de dire il faut augmenter le salaire net en baissant le salaire brut. Bon, ça s'appelle de l'enfumage. N'importe qui sait que le salaire net, c'est ce que nous avons à la fin du mois pour remplir notre frigo. Le salaire brut, c'est ce que nous avons sur toute la vie pour payer nos pensions et nos droits à l'assurance chômage et à l'assurance maladie. Et donc, si c'est baisser les cotisations sociales, c'est baisser nos salaires et c'est baisser nos droits à la sécurité sociale. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. C'est nous prendre d'un côté ce qu'on nous redonne de l'autre. Ça s'appelle de l'enfumage et ça, la CGT sera totalement opposée. Pas d'allègement. Comment vous expliquez que malgré la forte défaillance d'entreprise, l'incertitude politique, ce climat d'économie, ces doutes que vous exprimez sur la trajectoire qui sera celle du gouvernement Michel Barnier, eh bien, il n'y a pas de monde dans les rues, c'est-à-dire que les manifestations qui ont été appelées par des partis politiques ou par des organisations de jeunesse ne font pas le plein. On verra celle du 1er octobre à l'appel de la CGT. Mais dites quoi, les Français se sont fatigués de manifester pendant les retraites? Il y a une forme de lassitude, là aussi, ou de fatigue démocratique? En fait, ce qui se passe et qui est très inquiétant, c'est le fatalisme. C'est pour ça que je suis si en colère face au passage en force d'Emmanuel Macron. C'est qu'avec ces passages en force, il installe l'idée que se mobiliser dans la rue ou dans les urnes, ça ne sert à rien et qu'il faut juste rester chez soi. Ça, d'un point de vue démocratique, c'est catastrophique. Mais ce que je veux dire à toutes celles et ceux qui nous regardent, c'est que c'est faux. Par notre mobilisation, on a réussi à déplacer des montagnes. Mais d'autres syndicats disent là, par exemple, sur le 1er octobre, inutile d'épuiser nos troupes. C'est une mobilisation qui ne sert à rien, donc on laisse la CGT y aller, mais c'est le mauvais timing. Non, pas du tout. Le 1er octobre, c'est le début d'une mobilisation. Notre objectif, c'est d'aller chercher des avancées concrètes. Donc d'abord, des augmentations de salaire partout. Ensuite, la deuxième chose que nous allons chercher, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Parce que contre toute attente, quand même, le thème de cette rentrée, c'est la question de l'abrogation de la réforme des retraites, alors que Macron pensait avoir tourné la page. Par notre mobilisation, nous pouvons gagner l'abrogation de la réforme des retraites parce qu'elle est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui peut paraître surprenant, mais si on ne se mobilise pas, ça n'arrivera pas tout seul. Vous n'avez pas envie d'entendre Michel Barnier? Le 1er octobre, vous serez en train de manifester. Lui fait son discours de politique générale. C'est quand même essentiel, non? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va l'écouter. Mais ce qui est sûr, c'est que si on leur laisse la main, la mobilisation était prévue de très longue date. Michel Barnier a choisi ce jour-là de faire son discours de politique générale. Mais pourquoi ne pas reporter la date? Le front syndical est rompu, la CFDT ne marchera pas à vos côtés. Finalement, ça va être un échec, cette mobilisation. Non, en fait, ça, c'est vous qui le prévoyez à l'avance pour démobiliser les gens, mais la mobilisation, c'est nous toutes et tous qui en ferons la réussite. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a une très large majorité de salariés qui sont très mécontents de la situation. Notre objectif, c'est d'aller chercher du mieux. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a une mobilisation dès le 1er octobre? Parce qu'on voit bien, depuis 75 jours, ce qui se passe quand on leur laisse la main. Et si on leur laisse la main, c'est les priorités sociales qui passent sous le dessous de la pile avec des petits calculs politiciens dont nous n'avons rien à faire. Ce que nous voulons, c'est les salaires, l'abrogation de la réforme des retraites, de l'argent pour nos services publics. Le budget 2025 va être un enjeu central. C'est la bataille majeure de la rentrée, vous l'avez dit. Le ministre de l'économie n'exclut pas certains gestes pour plus de justice fiscale, il l'a dit ce matin. Vous-même, vous préconisez d'augmenter la fiscalité sur les plus hauts revenus. Quelle est la bonne cible? Est-ce qu'on parle des 1% les plus aisés, des 10% les plus aisés? Est-ce qu'il faut augmenter l'impôt sur le revenu ou un autre impôt? Est-ce qu'il faut que ce soit pérenne ou provisoire? Eh bien, écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il faut revenir sur les mesures d'injustice fiscale qui ont été mises en place par Emmanuel Macron. Je l'ai dit, 73 milliards de cadeaux pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises. Donc on abroge la flat tax, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, exactement. Tout ça, on revient dessus. Ça permet de donner 73 milliards de marge de manœuvre pour 2025 et donc de financer des priorités sociales comme l'école, la santé qui va très mal. Nos hôpitaux sont au bord du gouffre. On meurt dans nos services d'urgence. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça. Et quand même, moi, je note le message très négatif de Michel Barnier qui fait un de ses premiers déplacements à l'hôpital. Donc très bien. Mais pour leur dire quoi? Il va falloir faire des économies. S'il y a bien un secteur sur lequel il ne faut pas faire d'économies... Il y a une situation budgétaire aussi. Oui, il en dit, je suis aussi contraint par la situation budgétaire. Bien sûr, mais ce n'est pas dans les hôpitaux qu'il faut faire des économies. Sinon, on va où? Les hôpitaux ont besoin d'un investissement massif et de plusieurs milliards d'investissements. Sinon, la catastrophe va continuer avec un impact sanitaire qui est déjà là. Les économies, on les fait là où je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les 200 milliards d'aides fiscales et sociales pour les entreprises. Mais c'est énorme comme marge de manœuvre.
c'est un tiers du budget de l'État. Hein. Donc là, on a beaucoup de marge de manœuvre. On peut regarder dans le détail si vous voulez. Premier sujet, les aides à l'apprentissage. Elles ont été triplées par le gouvernement Macron. Il y a un certain nombre de rapports, notamment de l'OFCE, qui démontrent leur inefficacité parce qu'elles sont captées par les plus grandes entreprises et pour les niveaux de qualification les plus élevés. Le nombre d'apprentis a triplé grâce à cette réforme, c'est quand même pas rien. Oui. On s'est longtemps lamenté sur le fait que la France n'avait pas d'apprentis, c'est quelque chose qui marche bien en Allemagne, qui ne marche pas en France. Et là, ça marche. Et vous voulez supprimer ces aides? On ne veut pas les supprimer, en fait, on veut les concentrer sur celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Et pour une fois quelque chose marche, il ne faut pas continuer. Eh ben non, en fait, il y a plein de rapports qui disent que ça ne marche pas et que ça coûte très très cher. Bah oui, sauf que ça, c'est un élément quantitatif. Et d'ailleurs, dans ce chiffre quantitatif, il y a plein d'effets de substitution avec des gens qui auraient été recrutés en CDI ou CDD et qui, à la place, sont recrutés en apprentissage. Et en plus, ce qui n'a pas vraiment changé, c'est le taux d'emploi à l'issue de l'apprentissage avec des apprentis qui ne sont pas forcément recrutés après, ce qui pose problème. Ce que nous proposons, c'est de concentrer les aides à l'apprentissage sur les niveaux infra-bac, donc CAP, BEP, Bac Pro, parce que l'enseignement supérieur, des apprentis dans l'enseignement supérieur sont déjà très attractifs. Les entreprises n'ont pas de mal à les recruter. Ceux qui ont du mal à être recrutés, c'est les CAP, Bac Pro. Et puis, nous proposons de concentrer ces aides sur les petites entreprises, ce qui était le cas auparavant. C'est Emmanuel Macron qui a déplafonné et qui a permis aux multinationales de profiter de ces aides. Mais si on retire c'est pas ces normal, aides, elles n'en avaient pas besoin. Sophie Binet, si on retire ces aides, vous n'avez pas peur des délocalisations, ce qui a pu se passer par le passé? Que les entreprises disent, bon, bah, très bien, il n'y a plus de climat favorable en France, on ira ailleurs. Mais oui, là où il y a des aides. Les délocalisations, on les a aujourd'hui. Les délocalisations, on les a massivement, par exemple, dans le secteur de l'automobile, avec des fermetures d'entreprises qui se multiplient. J'étais la semaine dernière avec les salariés de Valeo qui dénoncent la fermeture de 3 sites, la vente de 3 sites. Un équipementier automobile, donc c'est quasiment 10% des effectifs de Valeo. Et ces sites sont vendus. Pourquoi? Pour aller délocaliser la production en Roumanie et en Turquie. Alors que peut faire le gouvernement pour limiter la casse? Que doit faire le gouvernement pour éviter ces plans sociaux qui effectivement menacent en cette rentrée sociale? Ce que nous demandons au gouvernement, d'abord, c'est d'avoir un plan spécifique sur la question de l'automobile et d'avoir des assises de l'automobile en mettant les constructeurs automobiles face à leurs responsabilités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos grands constructeurs nationaux, Renault et Stellantis, ne jouent plus du tout le jeu de l'emploi en France, n'en ont plus rien à faire et ont une stratégie industrielle catastrophique. Ils font le choix des marges. Ils développent des véhicules électriques qui coûtent très cher, on le voit toutes et tous. Ils sont obligés. C'est une contrainte. On sait que la vente de moteurs thermiques sera interdite en 2035. Non, mais je parlais du très cher. Le problème, c'est pas l'électrique, c'est le véhicule très cher. On pourrait faire des véhicules électriques beaucoup moins chers, mais ils ne font pas ce choix-là parce que les véhicules électriques beaucoup moins chers et donc plus petits, ça leur dégage beaucoup moins de marge. Mais sur l'électrique, c'est pas à marche forcée pour vous? C'est à marche forcée, évidemment, parce qu'ils n'ont pas anticipé. Le problème, c'est que... Mais je veux dire par là, il ne faudrait pas repousser l'interdiction du Est-ce qu'il faut reporter cette date de 2035 pour l'interdiction de vente des moteurs thermiques? Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une table ronde globale avec des engagements sociaux et environnementaux solides. Si c'est juste reculer pour mieux sauter, parce que encore une fois, ils n'ont rien anticipé et ils font du chantage à l'emploi... Donc c'est la faute des constructeurs automobiles, ce n'est pas la faute de Bruxelles, parce que c'est le discours des constructeurs que de dire... C'est d'abord la faute des constructeurs automobiles qui prétextent de la question environnementale pour délocaliser. La preuve, c'est quoi? C'est que depuis les années 2000, il y a eu depuis 2006, il y a eu 100 000 emplois supprimés dans l'automobile. Et entre 2006 et aujourd'hui, c'était pas la faute de l'électrique, c'était les délocalisations et la chute du nombre de véhicules produits en France. Donc le problème n'est pas la question environnementale, le problème c'est leur stratégie financière où leur objectif c'est de dégager toujours plus de marge pour les actionnaires et des salaires toujours plus élevés pour les patrons, qui sont quand même parmi les mieux payés du CAC 40, alors qu'ils passent leur temps à licencier et à fermer des usines en France. Sophie Binet, j'ai une question de Georges qui vous adresse sa question via le QR code. Est-ce qu'il faut encourager davantage le passage à la semaine de 4 jours de travail? Oui ou non, la CGT? Oui, la CGT est pour la semaine de 4 jours, c'est-à-dire pas seulement la semaine en 4 jours. Ouais. Il ne s'agit pas de faire les 35 heures ou, pour les cadres, les 45 heures en 4 jours, parce que ça, l'intensification du rythme de travail et le fait d'allonger les journées, ça pèse très lourd sur la santé. Il faut réduire le temps de travail parce que, oui, il y a beaucoup trop de salariés qui travaillent trop en France. Ça pèse sur la santé, le fait de travailler trop. Et réduire le temps de travail, c'est un outil pour créer des emplois et c'est aussi un outil de progrès social et sociétal, notamment pour permettre à plus de femmes d'accéder au temps plein alors qu'elles sont aujourd'hui à temps partiel pour avoir une journée pour pouvoir passer
passer du temps avec leur famille. Donc la réduction du temps de travail, c'est la dernière réforme en France qui a permis de créer des emplois et d'améliorer le progrès social et sociétal. Vous dites un grand oui de la CGT à la semaine. En maintenant les salaires, de 4 jours. Pour discuter de toutes les réformes dont on a parlé, il faut du temps. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier sera là plus que quelques semaines ou quelques mois ? Eh bien, écoutez, bonne question. Moi, j'ai l'impression que par son calcul, Emmanuel Macron a mis en place le gouvernement le plus faible de la Ve République. On sait que la durée de vie du gouvernement de Michel Barnier, Emmanuel Barnier, lapsus révélateur, je pense que c'est tout à fait révélateur de la situation, mais que la durée de vie du gouvernement de Michel Barnier tient au Rassemblement national qui a le droit de vie et de mort sur l'avenir de ce prochain gouvernement. Et donc, je ne suis pas sûre qu'il passe l'hiver. Vous êtes très critique sur les choix d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous souhaitez sa destitution ? C'est pas la question de la CGT, la question du casting. Nous, notre question, c'est les contenus des politiques menées. Ce que nous souhaitons, c'est que les exigences sociales soient entendues. Mais vous aviez appelé à soutenir le nouveau Front populaire. Et c'est une demande, aujourd'hui, du nouveau Front populaire, en tout cas de la France insoumise, très pressante, qui dit que l'urgence, c'est la destitution d'Emmanuel Macron. Oui, écoutez, c'est leur demande, pas la nôtre. Nous ne nous plaçons pas sur le terrain institutionnel, nous nous plaçons sur le terrain social. Notre objectif, c'est de faire entendre les exigences sociales des salariés et de gagner des avancées. Et moi, ce que je tiens à noter dans ce climat très fataliste entretenu, c'est que nous avons déjà déplacé des montagnes. Nous avons gagné l'enterrement de la réforme de l'assurance chômage. Nous avons gagné l'enterrement de la réforme de la fonction publique qui était dans les cartons du précédent gouvernement. Nous avons gagné l'enterrement de la réforme de l'audiovisuel public qui était en cours de discussion au Parlement. Nous avons gagné l'enterrement de la réforme du logement qui mettait un coup mortel si j'ose dire, au c'est la logement dissolution social. qui a arrêté tout cela. Eh oui, mais c'est aussi le fait que derrière, Emmanuel Macron a été sanctionné et n'est plus de majorité pour faire ces réformes. Et ça, c'est grâce à la mobilisation de nous toutes et tous. Sophie Binet, est-ce que vous avez un regret que la gauche ait à ce point bloqué la nomination, par exemple, d'un Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, ancien ministre socialiste? Finalement, est-ce que c'est le tir de barrage contre Bernard Cazeneuve qui fait qu'aujourd'hui vous vous retrouvez avec Michel Barnier, Bruno Retailleau, tous ceux dont vous nous avez dit douter des orientations à venir? Écoutez, celle qui a fait la pluie et le beau temps, c'est Marine Le Pen. On le sait. C'est elle qui, à chaque fois qu'un Premier ministre vous n'en voulez pas à la gauche vous dites pas on aurait pu avoir un Premier ministre de gauche? Oui, c'est sûr. Si Emmanuel Macron avait nommé le Front populaire, c'est-à-dire la force arrivée en tête, il est là le problème. Il ne faut pas se tromper de débat. La situation qu'on vit en France ne pourrait pas exister dans aucune autre démocratie parlementaire au plan mondial. Dans toutes les autres démocraties européennes, ce qui se passe, c'est qu'on demande à la force arrivée en tête de constituer sa majorité et son gouvernement. Et si ça ne marche pas, on passe au suivant. Or, Emmanuel Macron a sauté cette étape. On sait que beaucoup de personnalités de gauche, de socialistes, ont refusé d'entrer au gouvernement. Est-ce que c'est vraiment la manière de défendre l'intérêt des travailleurs que de faire cette politique de la chaise vide? Eh bien, écoutez, c'est pas moi qui vais commenter leur choix personnel. Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a dit. S'il ne voulait pas que le Front populaire soit au gouvernement, c'était pas tant la question de tel ministre ou telle personnalité, c'était la question du programme du nouveau Front populaire et donc d'avancée sociale pour le monde du travail. Et du coup, j'imagine que pour une personnalité de gauche, rentrer dans un gouvernement sur une orientation de droite, qui est celle du gouvernement de Michel Barnier, c'était mission impossible. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là. On a un gouvernement qui a été fait pour continuer la politique économique d'Emmanuel Macron au service des plus riches. La gauche a ses propres travers aujourd'hui, on la voit en tout cas se déchirer. Vous avez dû voir ce qu'a dit François Ruffin, notamment sur Jean-Luc Mélenchon, quand il l'accuse à la fois de mépris social, de communautarisme. Qu'est-ce que vous vous dites? On n'y arrivera jamais à gauche, on est fait pour se déchirer éternellement. Et qu'est-ce que vous pensez de ces épisodes? Écoutez, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas de commenter les débats politiques entre les uns et les autres. Ce que dit la CGT, tout simplement, c'est... Quand une partie de la gauche accuse une autre partie de la gauche de mépris social, c'est quand même assez fort. Écoutez, ce que dit la CGT, juste, c'est il faut de l'unité. C'est pour ça que nous portons l'unité au plan syndical et nous savons que les travailleurs et travailleuses sont attachés à l'unité. Et c'est la même chose au plan politique. Pour gagner, la gauche a besoin de se rassembler. Ça ne vous désespère même pas quand vous entendez ce que dit François Ruffin?
Écoutez, oui, je pense que pour les salariés, ils ont plutôt envie d'avoir une gauche qui se rassemble avec un programme de rupture, de transformation du pays. Oui, bien sûr, mais nous, notre responsabilité comme organisation syndicale, c'est d'être rassemblés, et nous savons l'être, puisque malgré des choix qui ponctuellement peuvent être différents, toutes les organisations syndicales françaises partagent toujours la volonté d'abroger la réforme des retraites, d'augmenter les salaires, d'avoir de l'argent pour nos services publics et de défendre une autre politique industrielle. Et c'est ça les enjeux sur lesquels nous interpellons le gouvernement aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Merci Sophie Binet d'avoir été l'invitée de BFM Politique. Merci à vous deux, Amandine. Merci Lucie.